2 fois par jour, il faut traire les 165 chèvres. Le lait est transformé en pélardon, le célèbre fromage de chèvre des Cévennes. Il y a quelques années, Jean-Christophe Barthes a acheté et restauré cette ferme, aujourd'hui convertie à l'agriculture biologique. Allez, on va attaquer. Donc là, je pense que c'est bon. Tu vois, le surnageant est revenu. Impeccable. Allez, là, on rigole plus. Alors fais gaffe parce que tu vas faire. Faut le gaver, faut le gaver. Nice? Yeah, it's nice, it's sweet. Good caramel. No, caramel. Milk. Don't smell nothing. Il vaut mieux le goûter que le sentir. Don't smell it, just eat it. The line between tourists and La frontière entre travailleurs et touristes est floue. come here and À peine arrivé, tu participes à la production. involved hands-on in the production of cheese. C'est ce qui va rendre si particulier le fromage qu'on va ensuite ramener à la maison. Nice and organic. C'est sympa, c'est bio, Friendly. ça maintient vivant le terroir Local customs. et les autres passent un bon moment. And tourists have a great Bref, tout le monde en profite. day. Everyone's a winner, I think. Jean-Christophe produit également de la tome. Donc là, moi, je suis en train de les tourner pour que il y a un côté qui respire après l'autre sur les planches de châtaignier. Voilà, donc là, hop, hop. Là, je les tourne pour pas que ça accroche, quoi. Ce qui est compliqué en tome, c'est de faire toujours pareil. Mais nous, en fermier, au contraire, le plaisir, c'est d'avoir toujours des séries différentes. C'est pour ça qu'après, on fait goûter chaque série, parce que autant tu vas pouvoir préférer celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Donc, et là, par jour, chaque fois qu'on fabrique, on fait 700 litres. En gros, on fait 30, 40 tomes. Voilà, donc chaque étagère, c'est un jour de fabrication. Et là, c'est 3-4 mois d'affinage. Dans les caves humides. Voilà, dans le rocher. Là, on arrête. Là, je vais stresser, là, alors que... Ça fait bien. Cru, alors... Bon. Le soir, tout le monde dîne à la même table. Le repas se termine bien évidemment par un plateau de fromage. Alors, les petits fromages... Le chemin de Stevenson se poursuit à travers les Cévennes. Une des plus belles parties de la randonnée passe par cette crête. Assis à cette même place, l'écrivain écossais a pris quelques notes en 1878. Stevenson évoque un sentier rocailleux et les plus beaux points de vue de toute la balade. Il a raison sur les 2 points. Il écrit également que ces montagnes représentent la ligne de partage des eaux. L'eau qui s'écoule de ce côté se jette dans la Méditerranée. Et de l'autre côté de la montagne, les cours d'eau rejoignent la Garonne avant de se jeter dans l'Atlantique. C'est une étape importante de son voyage. Saint-Germain de Calbert se situe à la sortie de la vallée. Laura Léotoin est arrivée tôt ce matin. Bonne journée. Au revoir. Elle fait quelques achats pour la toute dernière étape. Il reste une vingtaine de kilomètres. Laura connaît un bel endroit pour pique-niquer le long du Gardon de Sainte-Croix.
Le livre de Stevenson n'est pas un guide de voyage, mais comme littérature de voyage, il est une belle source d'inspiration. Certaines des tavernes et des auberges où Stevenson est passé existent encore. Sa description des villages, de l'histoire, des paysages, tout cela est encore valable. Le chemin de Stevenson, du fait de vraiment la variété des paysages, de villages et puis aussi de la diversité des gens sur le chemin, je pense que c'est quelque chose qui a un attrait pour les randonneurs. C'est un chemin qui est aussi assez physique, chose qui, du coup, ça permet au Stevenson de devenir un peu plus populaire d'année en année. La Méditerranée semble à portée de main. On pourrait presque la sentir. Ce n'est plus très long maintenant. Encore quelques heures et nous serons à la fin du voyage. Après 220 km, Bradley atteint son but, Saint-Jean-du-Gard, au bord du Gardon. Stevenson a marché pendant 12 jours. Le 3 octobre 1878, il a franchi ce vieux pont en pierre. Peut-être que lui aussi a terminé son périple sur la place, à l'ombre des platanes. À la fin d'une randonnée, j'ai toujours des sentiments mitigés. Je suis content d'être arrivé et en même temps je me sens triste. Pour moi, le vrai travail commence maintenant. Je vais devoir retravailler mes notes. Stevenson a fait la même chose. Pour lui, ce fut le début d'une carrière littéraire. Son périple à travers les Cévennes a connu un happy end. En juin 1879, Robert Louis Stevenson publie son récit. 100 ans plus tard, le chemin qu'il a emprunté est inauguré et on lui donne le nom de chemin de Stevenson. La vallée tranquille. C'est pas pour vous que je le fais. À voir, à revoir sur Arte+7. Kaiser Soze. Qui est Kaiser Soze? Et toi, t'en as entendu parler? Bougez pas, talon de sujet! Monsieur Sauzé est très réel et très déterminé. Et la seule chose dont j'ai peur, c'est Kaiser Soze. Restez où vous êtes, bande de connards! Usual Suspects, demain à 20h45 sur Arte. Pourquoi Boris Ken? On dit que c'est une ville très attrayante. L'un est prof, l'autre prêtre. Nous installerons un grand écran moderne. Leur passion, le cinéma. Qu'en sera-t-il des films à caractère immoral? Le monde est sur le chemin de l'enfer. Comment l'appellerez-vous? Le Stella. Leur mission, comme étoile, convaincre. Martin Sheen dans Stella Days, lundi à 20h50 sur Arte. De la Grèce à la Norvège, de l'Espagne à l'Angleterre, la randonnée est devenue très tendance en Europe. La marche, c'est jeune, écolo et bon pour la santé. Et puis, il n'y a qu'à pied qu'on est proche de la nature. Parfois, la carte ne correspond pas au terrain parce qu'il y a beaucoup de petits reliefs. Mais ce chemin est bien indiqué et il faudrait que je fasse exprès de me perdre. Je vais prendre par là.
Bradley Mayhew, auteur de guides de voyage et de trekking, est un Anglais qui vit aux États-Unis. Le plus souvent, il sillonne l'Asie. Mais actuellement, il arpente les plus beaux chemins de randonnée d'Europe. La plus grande île de Grèce, la Crète, se situe dans l'est de la Méditerranée. Un chemin de randonnée y offre des vues à couper le souffle. Dès son arrivée, Bradley se dirige vers le vieux port de Chania où il est attendu. Mon esprit est encore dans le brouillard londonien. Même si j'ai l'habitude des déplacements, il me faut toujours du temps pour déconnecter. Je cherche mon contact. Elle s'appelle Pénélope. C'est elle qui va m'accompagner pour les premiers jours de mon périple. Avec son frère, Pénélope a écrit un guide sur le GRE4. Ce sentier de grande randonnée européen traverse notamment la Crète d'ouest en est. Le GRE4 commence dans le nord-ouest de la Crète. On s'y rend en 1 heure de bus, lorsque les chauffeurs ne sont pas en grève. Pénélope Guigny est née en Crète. Après des études de journalisme, elle est revenue à la nature et organise désormais des treks à travers l'île. Quelle est la particularité de la randonnée en Crète? Il y a toujours la possibilité de se baigner quand il fait trop chaud. La mer n'est jamais bien loin et la nature est intacte. Surtout dans le sud, où il n'y a presque pas de route. Donc tu es seul avec les pins, la montagne, les rochers et la mer. En effet, le tourisme de masse se cantonne sur les plages de la côte septentrionale et évite les montagnes. Le sentier E4 commence dans la baie de Kissamos, dans le nord-ouest de l'île. Il longe tout d'abord la côte occidentale, bordée de champs fertiles. Le GRE4 mène du Portugal à Chypre, sur 11 000 km, et traverse toute la Crète. Bradley va emprunter les plus belles sections de l'ouest de l'île, sur 230 km. Mais par où commencer ? C'est à peine si le chemin est balisé. Pas facile de trouver le chemin. Pas toujours. Il est bien signalé là où il est très fréquenté. Mais certaines portions, comme ici ou dans le sud, sont difficiles à trouver. Elles ne sont pas très accessibles, car les sentiers sont escarpés. Les Crétois aiment-ils marcher? Pas tous, mais on espère que la randonnée va gagner en popularité. Il existe un programme dans les écoles pour intéresser les plus jeunes au sentier E4 et à la protection de l'environnement. La Crète est fertile, mais sa côte occidentale est aride et rocailleuse.
Pêcheurs et agriculteurs vivent éparpillés entre rocs et mer. Les villages se font rares. Le monastère orthodoxe Chrysos Kalitissa surplombe la falaise. Chrysos Kalitissa signifie marche en or. On raconte que l'occupant turc a volé la marche. Une autre légende dit que la marche est seulement visible des croyants. C'est ce qu'on va voir. Ouvrons l'œil. Mais je suis daltonien. Il faut savoir regarder avec le cœur. Je dois avouer que je n'ai pas vu de marche en or. Ma foi ne doit pas être assez forte. Peut-être que la randonnée purifiera mon âme. 97% des Grecs sont chrétiens orthodoxes. C'est une religion d'État. Les icônes représentant des saints sont particulièrement vénérées. Elles semblent provenir d'un autre temps, car elles sont peintes aujourd'hui encore comme à l'origine. Voici notre icône la plus célèbre. Elle a plus de 1000 ans. À l'époque, le monastère n'existait pas. Un berger itinérant l'a trouvée et un édifice a été construit à l'emplacement même où il l'avait découverte. Il s'agit de l'Immaculée Conception. L'église me paraît à la fois familière et étrangère. J'ai déjà vu des icônes en Russie et en Asie centrale, mais celle-ci porte le sceau de la Renaissance, quand les Vénitiens occupaient la Crète. C'est inédit pour moi, car cette partie de la chrétienté a plus à voir avec Constantinople qu'avec Rome. En quelques heures de marche seulement, le GRE4 rallie la pointe sud-ouest de la Crète et une lagune d'un bleu carabéen. À Elaphonissi, il est temps d'enlever ses chaussures. C'est super de pouvoir se baigner par cette chaleur. Mes jambes sont très blanches. Il faut dire qu'elles ont rarement l'occasion de voir le soleil. C'est vraiment agréable. On se croirait en vacances. La lagune est classée réserve naturelle afin de préserver la flore de cette magnifique côte. Les touristes n'ont pas le droit de dormir ici? Non, le camping est interdit dans le parc. C'est magnifique. Si le site n'était pas protégé, il y aurait plein d'hôtels, de cafés et de cabanes à snacks. J'espère que les visiteurs respectent le lieu, en particulier pour ce qui est des déchets. C'est un énorme problème sur les plages. Après le parc naturel d'Elaphonissi, le GRE4 longe une crique qui s'étire en direction de la côte méridionale. La petite ville de Paléokora est presque entièrement entourée d'eau. C'est la plus ensoleillée de Crète et de ce fait, une véritable attraction touristique.
Pénélope et Bradley en profitent pour se restaurer. La cuisine crétoise a la réputation d'être particulièrement saine. D'après les scientifiques, le régime crétois aurait la vertu de retarder le vieillissement. Alors c'est avec ça que les Crétois deviennent bicentenaires. À en croire quelques chercheurs. De l'huile d'olive, du vin, une belle vie. On dirait qu'elle coud quelque chose. Je crois que c'est une tisserande. Il en reste sur l'île. Bonjour. Ça a l'air compliqué. Niki Tsagaraki tisse des tapis avec des chutes de tissu que ses amis lui donnent. Cette technique est une tradition crétoise. Le métier à tisser se transmet en héritage. Il a plus de 150 ans. Il était à son arrière-grand-mère. Niki explique que les couleurs des tapis et sacs qu'elle réalise dépendent des tissus qu'on lui apporte. Avant, elle n'utilisait que du rouge et du noir. Le rouge pour le bonheur et le noir pour les soucis et la mort. En Crète, ces notions sont très proches. Je ne tisse pas pour l'argent. J'aime qu'on vienne me parler et me poser des questions. C'est une distraction apaisante. Il m'arrive de tisser juste pour me détendre. Je ne veux pas que cet art meure. Il faut le transmettre aux jeunes. On ne peut pas en vivre, c'est certain. Mais c'est un travail plaisant. Nos deux marcheurs laissent derrière eux Paleokora. Le relief de la côte est sauvage et accidenté. Il est si abrupt qu'il n'y a pas de place pour une route. C'est à pied que l'on se rend d'une crique à l'autre. Le sentier de grande randonnée européen suit le tracé qui reliait les villages dans le passé. Le chemin n'est pas de tout repos. Il sillonne, serpente et traverse parfois des gorges. Cinq heures plus tard, Bradley et Pénélope parviennent enfin au débarcadère du village appelé Souya. L'autre moyen de visiter la côte méridionale crétoise est le ferry, qui passe 2 fois par jour. Beaucoup de randonneurs y recourent pour alléger leur itinéraire. Comment ça va au niveau économique? Ressent-on les effets de la crise? Ça va mieux ici qu'en Grèce continentale. Mais si on gratte la façade du tourisme, on découvre des destinées tragiques. J'ai l'impression qu'il s'agit plus de bouleversements personnels que de crise économique. Quelquefois, ça peut aussi être l'occasion d'un nouveau départ. Ça n'a rien d'évident. Mais marcher est une bonne aide. Pour soulager le stress? Tout juste. Mettre un pied devant l'autre pour avoir de nouvelles idées. Pénélope et Bradley s'épargnent une marche de 8 heures grâce au ferry.
Comme bon nombre de randonneurs, ils profitent ainsi du paysage tout en se reposant. Ils descendent à Ayarumeli, l'embouchure des gorges de Samaya. C'est la destination crétoise la plus prisée des randonneurs. Les gorges coupent la montagne en zigzag sur 18 km. Leur formation remonte probablement à plusieurs millions d'années, lorsque deux plaques tectoniques sont entrées en collision et ont fait émerger la crête hors de l'eau. La tension contenue dans le relief peut provoquer des brèches et sculpter des gorges. Leur aspect actuel est aussi dû à l'érosion. Bradley et Pénélope sont arrivés au passage le plus étroit, dit les portes de fer. En hiver, le niveau de l'eau atteint cette marque et le passage est bloqué. Dans quelques semaines, les gorges seront fermées au public. On a de la chance de pouvoir passer avant la fin de la saison. Le territoire autour des gorges de Samaya est une réserve naturelle. Le ranger, Eftiris, patrouille au quotidien. En haute saison, on est souvent à l'étroit entre ces parois qui tombent à pic. D'après Eftiris, les gorges accueillent parfois jusqu'à 4200 visiteurs en une journée. Beaucoup n'ont pas les chaussures appropriées. Or, ce n'est pas un parc public. Certains viennent comme s'ils allaient se promener en ville. Mais il s'agit de randonnées sportives. Et tu dois venir les sauver avec ton mulet. Oui, c'est mon partenaire. Au cœur du site se trouve le village de Samaya, qui a donné son nom aux gorges. Il a été abandonné à la création de la réserve naturelle. Seuls les agrimis ou cri-cri le peuplent désormais. C'est une espèce de chèvre endémique de Crète. On dit que les gorges de Samaya sont les plus longues d'Europe et la plupart des visiteurs les empruntent dans le sens de la descente, à l'inverse de Bradley et Pénélope. Les 3 dernières heures sont rudes, avec de nombreux passages étroits et escarpés. Nous y voilà. Après 18 km de marche et 1200 mètres de dénivelé. Oh, je crois que j'ai oublié ma gourde en bas. Au débouché des gorges, le plateau d'Omalos est entouré de collines. Il n'est pas grand, mais très fertile. Pénélope et Bradley terminent leur journée dans une taverne, avec de l'agneau et du vin rouge. Son activité de guide touristique a fait de Pénélope une habituée des lieux. Les vieux chants locaux s'appellent Rizitika, littéralement au pied de la montagne. C'est merveilleux. On a marché toute la journée et là, on a le sentiment d'être vraiment dans la montagne. Ces chants rappellent des chansons à boire, un peu mélancoliques. Les Crétois ont la réputation d'aimer la boisson et la rébellion.
Les chants datent du temps de l'oppression ottomane et vénitienne. Ils louent la combativité, l'amitié et la liberté. Le lendemain matin, Pénélope reprend le chemin de Chania où son travail l'attend. Bradley la retrouvera à la fin de son périple. Christos Votsakis, un berger rencontré la veille au soir, accompagnera Bradley. Ainsi commence l'ascension des Lefkaori, les montagnes blanches. Après la soirée bien arrosée de la veille, Bradley se réjouit de ne pas tout faire à pied. Christos monte tous les matins voir ses moutons qui paissent en liberté. Il va montrer à Bradley comment tondre un mouton, ce que tout Crétois qui se respecte doit savoir faire. Oh, I have to hold him. Okay. Excuse me. So just here, like this, yeah. Close? Yeah. We won't be cold. Cold for the winter. Le mouton est plus à l'aise que moi. J'ai très peur de lui faire mal. Mais il a l'air relax. À ton tour, montre-moi. Le bétail mange des herbes très aromatiques. Du coup, le fromage, les yaourts et la viande de la région ont une saveur plus intense que partout ailleurs en Grèce. Il n'y a pas de secret d'élevage. C'est juste une question de nature et de climat. Bradley poursuit son chemin en solitaire vers les sommets de l'île. Le massif des Lefkaori domine le sud-ouest de l'île. Pas étonnant qu'on dise de la Crète que c'est une montagne dans la mer. Le refuge de Kalergi est l'un des rares dans le massif. Il est même possible d'y dormir, mais Bradley ne s'offre qu'une courte pause. Là-haut, je me sens plus à l'aise. J'aime l'altitude et l'air vivifiant. Sur la plage, les chaises longues et les cocktails me tendent les bras. Ici, au moins, j'ai envie d'explorer. J'ai quelques jours devant moi pour découvrir les sommets. Les Lefkaori sont la plus grande chaîne de montagnes de l'île. Par endroits, le paysage est lunaire. Avec 52 sommets dépassant les 2000 mètres, elle sépare le nord et le sud. Le mont Parnès culmine à presque 2500 mètres d'altitude. C'est le second sommet de l'île.
J'aime les paysages rocailleux et désertiques. À cette altitude, il ne faut pas faire n'importe quoi. Le soleil tape, les points d'eau sont rares. C'est un défi, mais j'aime ça. Bradley a prévu de traverser les montagnes blanches en 2 jours. Le massif attire également des scientifiques. Les biologistes Electra Raimundou et Panayotis Niktas participent à un projet de recherche européen. Bonjour. Bonjour, vous parlez anglais? Oui, bien sûr. Enchanté. Puis-je vous demander ce que vous faites? On a l'impression que vous comptez les cailloux. En fait, nous comptons les plantes. La flore est d'une grande diversité. Dans cette région alpine, des lefkaori. Combien de plantes dénombrez-vous ici? Plein. Elles sont minuscules et se cachent parfois entre les pierres. En voici une qui n'existe qu'ici. Wow, je suis passé à côté sans la voir. Elle est parfumée. Mais ça pique. Oui, c'est épineux. Elle sent vraiment bon. Ça peut servir en cuisine. Ça ressemble à l'origan. Ça me rappelle l'Italie. C'est la même famille. On pourrait la cuisiner avec des pâtes. En Angleterre, qui est 3 fois plus grande que la Crète, on dénombre 1800 espèces. 1% d'entre elles est endémique. Ça veut dire propre à l'Angleterre. La Crète compte le même nombre d'espèces, mais 10% sont endémiques. Je retire tout ce que j'ai dit. Il n'y a pas que des cailloux. Il est temps pour Bradley de quitter les cimes. Il a rendez-vous à un endroit immanquable, le pont qui enjambe l'entrée des gorges d'Aradena. Il rejoint Mariana Rarundaki, une amie de Pénélope, qui sera son guide pour un bout de chemin. C'est bruyant par ici. À l'orée du canyon se trouve l'ancien village d'Aradena, déserté il y a plus de 60 ans. Son abandon est dû à une histoire sanglante, survenue entre les 2 familles du village. Deux garçons se sont disputés la cloche d'une chèvre morte, et leurs pères s'en sont mêlés. Les victimes reposent dans le cimetière du village. Il y a eu 4 à 5 morts. Les survivants ont quitté le village afin de sauver leur peau. C'est dingue! Un village abandonné pour une cloche de chèvre morte. Les chèvres, en revanche, sont toujours présentes et empruntent le sentier menant aux gorges. Elles cherchent de la nourriture sur les flancs escarpés. Il arrive que des chèvres tombent dans les gorges. D'où l'intérêt de regarder en l'air.
Le sentier qui traverse le canyon est difficile. Des échelles ont été posées à certains endroits. Les gorges d'Aradena se situent au cœur de la province de Sfakia, le repère de révolutionnaires grecs. Ah, c'est une superbe cachette. C'est vrai. Tu restes introuvable ici. L'accès est trop difficile. L'endroit idéal pour une embuscade. Les gens d'ici sont incroyablement accueillants, tout en restant très indépendants. On ne dit pas à un Sfakiote ce qu'il doit faire. Aucun des occupants, ni les Vénitiens, ni les Ottomans, n'a pu les assujettir. Ici, tout le monde possède une arme, aujourd'hui encore. C'est une région imprenable. 3 heures plus tard, le chemin débouche sur la petite plage de Marmara. Encore un lieu accessible uniquement à pied ou en bateau. Le matin, sur les hauteurs, à mordre la poussière et la chaleur, et l'après-midi à se rafraîchir à la plage, tout en se retapant dans une taverne. Je ne pouvais pas rêver mieux. La journée s'achève avec du pain à la tomate et du foie grillé. L'étape suivante attendra demain. Bradley et Mariana ont dormi sur la plage. Ce n'est certes pas permis, mais c'est toléré. Les locaux surnomment cette crique plage d'eau douce, car sous les cailloux, il y a des sources. L'eau provient des montagnes blanches. Et Mariana dit qu'il suffit de creuser un peu pour en trouver. Le café s'annonce délicieux. Le sentier longe la côte méridionale, au plus près de la mer de Libye. Cette portion est très fréquentée et bien balisée. Le panneau jaune et noir du GRE4 se retrouve tous les 500 mètres. Deux heures plus tard, Mariana et Bradley atteignent l'ancien village de pêcheurs de Lutro. Le tourisme de masse n'a pas sa place ici. Lutro est surtout apprécié des randonneurs. Mariana est sur le départ. Elle doit aider à préparer une fête de famille à laquelle elle invite Bradley. Bye. Bye. Voilà ce qui m'attend. Un dénivelé de 700 mètres sur 4 km.
Voilà pourquoi je me retrouve seul. Ils ont tous préféré prendre le ferry. Ça va être rude, mais le panorama est certainement magnifique. Dans la baie de Loutrot, les embarcations sont bien cachées. Ainsi, depuis des lustres, ce port et ses alentours sont un fief des rebelles. La Crète a toujours représenté un attrait pour les puissances étrangères. Byzantins, Sarrasins, Vénitiens et finalement Ottomans ont conquis cette île à la situation idéale afin d'y exercer leur pouvoir. Mais pas cette région. Les habitants d'ici sont aujourd'hui encore considérés comme des insoumis. Daskalóyannis, le grand chef rebelle de Crète, est originaire de la contrée. Après 2 bonnes heures d'ascension, Bradley parvient à la chapelle Hagia Ekaterini, propriété du village suivant. Comme prévu, la vue sur Loutrot vaut tous les efforts du monde. La portion crétoise du GRE4 est jalonnée de petites chapelles de ce genre, de véritables écrins à icônes. On n'y célèbre pas la messe. Ces chapelles signalent des lieux saints où servent de repères aux voyageurs et aux pêcheurs. Dès qu'on aperçoit une église sur une arête, on se sent protégé. Leur message, c'est « Ne crains rien, tu es en sécurité ». 2 kilomètres après la chapelle se trouve Annapolis. Bradley retrouve Pénélope devant la statue au centre du village. Hello. Hi, how are you? All good? All good, and you? Good. You look very relaxed. C'est Daskalóyannis? Tu en sais des choses. Il m'arrive de faire des recherches. Il était un des premiers révolutionnaires. Il a décidé de prendre les armes en 1770 à Loutrot. Son groupe de combattants a attaqué les Ottomans depuis les hauteurs. Le héros de la région. Pénélope veut montrer à Bradley l'endroit exact de la plus importante bataille des Crétois contre les Turcs. Frango Castello, un fort vénitien. « 600 Crétois face à 8000 opposants. Après une semaine d'âpres et sanglants combats, les Crétois se sont rendus. La légende raconte qu'en mai, on voit les ombres des morts. Comme ils n'ont pas été enterrés, ils rôdent pour trouver le repos. Ce phénomène s'appelle drosoulites. On voit vraiment des ombres? J'en sais rien, c'est ce qu'on dit. Ce doit être un phénomène météorologique, comme les mirages dans le désert. L'histoire de la Crète est fascinante. Depuis la civilisation minoenne et la première forme d'écriture en Europe, arrivent ensuite les Byzantins, les Vénitiens, les Ottomans et les innombrables insurrections que ces conquêtes ont entraînées. Il y a tant à découvrir. Une dernière virée pour Bradley. Son séjour en Crète touche à sa fin. Après 2 semaines de marche sur le sentier E4,
il atteint le haut plateau d'Askifu. En octobre, les champs ont été moissonnés depuis longtemps. Les villageois se réjouissent à l'approche de la fête du Tsikoudia. Mariana et son cousin y ont invité Bradley. Mais sans la beurre, pas de dégustation. Le mou des raisins, pressé il y a quelques semaines, est réutilisé pour le tsikoudia, une eau de vie que certains Crétois appellent aussi raki. La distillation est une affaire d'hommes et une tradition toujours très répandue. Dans la montagne, un foyer sur deux distille du tsikoudia après les vendanges. Bravo. Le sentier de grande randonnée européen E4 continue jusqu'à la pointe orientale de la Crète. Mais Bradley s'arrête ici. Ce mélange de montagnes, de gorges et de mer cristalline est époustouflant. Le temps était parfait. Le mois d'octobre est idéal. Quant aux Crétois, ils sont formidables. J'en ai vraiment bien profité. Sur Arte, les programmes ont une vie à l'antenne et une autre bien plus longue en dehors. Alors pour voir ou revoir le meilleur d'Arte pendant 7 jours, il y a Arte plus 7. Attention, c'est simple. D'abord nos recommandations, nos petits préférés en somme. Juste à côté les vidéos les plus demandées. Et enfin, dernière chance, c'est l'ultime occasion de voir les programmes avant qu'ils ne soient plus en ligne. Vous pouvez faire une recherche par émission, par thème ou par date. Tout est disponible tout de suite. Et pour le cinéma, certains films sont même en VO sous-titrés. Si vous aimez, allez-y, partagez. Bref, vous avez 7 jours pour vous rattraper. Arte, sur place ou à emporter. En analysant des échantillons remontant à 75 000 ans, les informations recueillies laissaient présager un phénomène extraordinaire. C'est comme si le thermostat climatique était brutalement passé de la position chaud à la position froid. Quel phénomène a pu provoquer un tel cataclysme? Et pourrait-il se reproduire? Retour sur une énigme enfin résolue. Le supervolcan de Toba, ce soir à 20h50 sur Arte. Mardi dans Théma. Attaque de requins à La Réunion, enquête sur une série noire. Les irradiés de la guerre froide, histoire d'une folie nucléaire. Île Marshall et Nouvelle-Zamble, les ravages de la bombe H. L'investigation sans concession, Théma, mardi dès 20h50 sur Arte. De la Grèce à la Norvège, de l'Espagne à l'Angleterre, la randonnée est devenue très tendance en Europe. La marche, c'est jeune, écolo et bon pour la santé. Et puis, il n'y a qu'à pied qu'on est proche de la nature. Parfois, la carte ne correspond pas au terrain parce qu'il y a beaucoup de petits reliefs. Mais ce chemin est bien indiqué et il faudrait que je fasse exprès de me perdre. Je vais prendre par là. Bradley Mayhew, auteur de guides de voyage et de trekking, est un Anglais qui vit aux États-Unis. Le plus souvent, il sillonne l'Asie. Mais actuellement, il arpente les plus beaux chemins de randonnée d'Europe.
Le géographe Miguel Salvacapo s'occupe de l'entretien du plus long sentier de randonnée de Majorque. Il va accompagner Bradley dans les premières étapes d'une marche qui offre de magnifiques points de vue et qui commence sur l'île de Dragonera. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Nous commençons dans les montagnes plus basses du sud-est de l'île. Parfois nous longerons la côte et parfois nous marcherons en montagne. Nous nous dirigerons ensuite vers le centre, où se trouvent les plus hauts sommets. Nous passerons par des villages de montagne, des paysages en terrasse, des forêts de chênes. Ça a l'air très varié. Oui. Majorque est la plus grande île de l'archipel espagnol des Baléares. Le long de la côte nord-ouest s'étend la Serra de Tramuntana, une chaîne de montagnes que la route de la Pierre Sèche parcourt sur près de 150 km depuis Port d'Endrache jusqu'à la petite ville de Pollença. Dans la Serra de Tramuntana, la mer n'est jamais loin. Mais sur la route de la Pierre Sèche, pas de tourisme de masse comme sur les plages de l'île. Majorque dévoile ici un autre visage. Ce chemin appelé officiellement GR 221 est praticable même en hiver, une saison pourtant pluvieuse. Pour moi, la randonnée comporte une dimension à la fois physique et mentale. J'apprécie de pouvoir ralentir la cadence, surtout quand on marche plus d'une journée. On prend un autre rythme et l'esprit s'apaise. Donc j'ai toujours une paire de chaussures de randonnée dans mon sac à dos. En 2011, l'UNESCO a inscrit la Serra de Tramuntana au patrimoine culturel mondial. Dans les montagnes côtières plutôt sauvages, on trouve des traces de l'histoire qui remontent jusqu'au Moyen Âge. La Ruta de Pedra en Sec, ou route de la pierre sèche, en est la parfaite illustration. Ces tronçons pavés et ces murets construits sans mortier datent pour partie du XIIIe siècle. Miguel coordonne le travail des maçons sur le sentier de randonnée qui suit autant que possible les anciennes voies postales et pistes équestres de Majorque. Avant, ce chemin était caché? Non. Il était enfoui 2-3 mètres sous terre. Nous ne savions pas qu'il était là. Donc vous redécouvrez l'histoire? Oui. Nous avons retrouvé ici le sentier d'origine. Les pierres sont posées sans mortier ni ciment. Bradley veut essayer. Normalement, les chemins sont terminés avant que je marche dessus. J'ai jamais eu à en construire un. C'est un travail dur, comme un puzzle géant. Toutes les pièces doivent s'imbriquer. Le gouvernement de Majorque veut promouvoir la randonnée parce que c'est une activité écologique et une forme de tourisme compatible avec le développement durable. C'est pourquoi nous resterons et nous balisons ces chemins. Nous voulons aussi prolonger la saison touristique habituelle qui va de juin à septembre. Comme Miguel, Pedro Bisbal et son collègue travaillent pour le gouvernement de l'île.
Nous cherchons une pierre qui convienne à peu près. Celle-ci pourrait faire l'affaire, mais la pointe nous gêne. Alors nous la taillons un peu pour pouvoir l'encastrer. Autrefois, beaucoup de gens travaillaient sur les routes sans être payés, simplement en échange d'un repas. Là, nous sommes 4. À l'époque, il y avait certainement 30 ou 40 hommes pour construire cette voie. Quand une pierre tombait d'un muret, le premier qui passait par là la remettait en place. Ce n'est qu'une infime partie des centaines de kilomètres de sentiers anciens. Les aménager a dû représenter à l'époque une somme de travail incroyable. Et les remettre en état aujourd'hui est une tâche colossale. Ce métier a failli disparaître dans les années 60. Beaucoup de maçons spécialisés en pierres sèches devenaient trop vieux, ou alors ils allaient construire des villas sur la côte. Il y a 20, 30 ans, on a redécouvert cette activité. Voilà un bel exemple qui montre que le tourisme ne détruit pas forcément les traditions culturelles, mais peut contribuer à les faire revivre. Les murs en pierre sèche servaient en outre à l'aménagement de terrasses pour l'agriculture à flanc de coteaux. Le troisième jour de marche, Bradley et Miguel atteignent un jalon de la côte, une tour de guet destinée à se protéger des pirates. Ceux-ci venaient en général des côtes africaines. Cette tour a été érigée à la fin du XVIe siècle. Elle faisait partie d'un vaste arsenal de défense qui couvrait toute l'île. Lorsqu'un bateau pirate était en vue, les gens étaient avertis pour se préparer à l'attaque. La tour protégeait le village de Banyal Bufar. Du Xe au XIIIe siècle, Majorque était sous domination maure. Les terrasses datent de cette époque. Plus tard, on y a planté de la vigne. Au XIXe siècle, le phylloxéra a ravagé les vignobles et les terrasses ont été abandonnées. Elles ont été redécouvertes il y a quelques années seulement. Paovic est l'un des 5 vignerons de la coopérative de Banyal Bufar. Les vignes de notre coopérative sont réparties sur un total de 84 terrasses. Nous sommes 5 vignerons et chacun de nous possède son lopin de terre. Mais la plupart des terrasses appartiennent à des gens du village qui ne les exploitent plus. Nous avons donc conclu un accord avec eux. Ils nous